Bonjour tout le monde, merci de nous faire l'honneur de votre visite. Aujourd'hui, nous allons tenter de couper le livret d'explication de Game of Thrones de 30 pages et faire en sorte que si vous deviez trouver un nouveau joueur pour ce jeu, qu'il puisse saisir les règles le plus rapidement possible. Donc Game of Thrones est basé sur les livres de George R. R. Martin et sur la série télé. Vous pouvez jouer entre 3 et 6 joueurs, chacun représentant une des grandes maisons. Stark, Greyjoy, Lannister, Baratheon, Tyrell et Martell. La carte représente la zone de jeu. Les zones dont le tour est blanc représentent les zones terrestres et celles dont le tour est rouge, les zones marines. Le premier joueur qui contrôle 7 forteresses ou châteaux gagne immédiatement la partie. Sinon, le joueur qui contrôle le plus de forteresses ou de châteaux à la fin du 10e tour gagne la partie. Vous pouvez vous référer au manuel en cas d'égalité en fin de partie. La piste des tours indique le tour joué. La partie s'arrête au 10e tour. La piste du ravitaillement représente le nombre de tonneaux contrôlés par une maison. Cette piste ne doit pas être mise à jour quand un joueur gagne ou perd une zone avec un tonneau. La piste est actualisée lorsqu'une carte Westeros ou Wildling le requiert. Le nombre de drapeaux indique les armées que vous pouvez avoir. Par exemple, 3, 2, 2 signifie que vous pouvez avoir une armée de 3 unités, on parle bien du nombre d'unités et pas de leur puissance d'attaque, et 2 armées de 2 unités. Une unité seule ne compte pas comme une armée. En aucun cas vous pouvez avoir un nombre de troupes ou d'armées excédant votre position sur la piste de ravitaillement. Si tel est le cas, détruisez les unités en trop. La piste du trône de fer indique les maisons qui occupent le trône. Cette piste est symbolisée par le jeton trône de fer. Les tours sont joués dans l'ordre d'influence des joueurs sur cette piste. Le détenteur du jeton trône de fer joue en premier. Il peut aussi arbitrer le vainqueur en cas d'égalité sur les mises lors des enchères sur les pistes d'influence ou lors d'une attaque de wildlings. Il ne peut pas arbitrer une égalité lors d'un combat. La piste des fiefs représente la puissance militaire et la personne la plus influente sur cette piste reçoit l'épée valérienne qui offre +1 de puissance d'attaque une fois par tour. En cas d'égalité lors d'un combat, la maison la plus élevée sur la piste des fiefs l'emporte. La piste de la cour permet au premier joueur d'avoir le corbeau messager. Le corbeau messager peut être utilisé une fois par tour pour soit changer un ordre, juste après que les ordres soient révélés, soit jeter un œil à la carte au sommet de la pile Wildling et la remettre au bas de la pile s'il le souhaite. Les informations qu'il apprend peuvent être partagées d'une manière véridique ou mensongère, mais il ne peut jamais montrer la carte Wildling aux autres joueurs. Chaque joueur peut choisir ou tirer au sort une maison. S'il y a 3 joueurs, seuls les Stark, Lannister et Baratheon sont jouables. Les Greyjoy sont jouables s'il y a 4 joueurs, les Tyrell s'il y a 5 joueurs, et enfin les Martell s'il y a 6 joueurs. Mettez les jetons neutres sur la carte en fonction du nombre de joueurs présents et du nombre de joueurs indiqués sur les jetons. Mettez ensuite les jetons garnison sur vos capitales. Sur chaque cache en carton de votre maison que vous utiliserez pour cacher vos jetons, vous trouverez votre position de départ sur la piste de victoire, la piste de ravitaillement, la piste du trône de fer, la piste des fiefs et la piste de la cour. Vous trouverez aussi où placer vos premières unités. Les unités sont les suivantes. Fantassin coûte 1 point de recrutement, possède 1 point de puissance d'attaque. Chevalier coûte 2 points de recrutement, possède 2 points de puissance d'attaque. Tour de siège coûte 2 points de recrutement, possède 4 points de puissance d'attaque si vous attaquez un château ou une forteresse. Sinon, elle ne possède aucune puissance d'attaque et elle n'a jamais de puissance d'attaque si elle est sur la défensive. Les navires coûtent 1 point de recrutement et possèdent 1 point de puissance d'attaque. Plus d'unités peuvent être gagnées lors du recrutement. Vérifiez bien que vous possédez 15 jetons d'ordre et 5 jetons de pouvoir. Le reste des jetons de pouvoir est dans une pile séparée. Les ordres peuvent être normaux ou spéciaux, lorsqu'ils ont une étoile. Le nombre d'ordres spéciaux est déterminé en fonction du nombre d'étoiles à côté de votre position sur la piste de la cour. L'ordre de raid est le premier ordre à être appliqué dans l'ordre de jeu de la piste du trône. Un ordre de raid permet de retirer un ordre adjacent de support, de raid, de consolidation. Si vous utilisez un ordre de raid sur un jeton de consolidation adjacent, vous gagnez un jeton de pouvoir et votre adversaire en retourne un à sa pile. Les ordres spéciaux de raid permettent aussi de retirer un ordre de défense. L'ordre de marche est le second ordre à être appliqué. Il vous permet de bouger vos unités ou d'attaquer. Vous pouvez bouger vos unités dans des zones différentes, mais vous ne pouvez attaquer qu'une seule zone où il y a des troupes ennemies. Les ordres de marche peuvent aussi permettre à vos unités de traverser les mers tant qu'il y a des navires entre la zone de départ et la zone d'arrivée. L'ordre de marche spécial donne plus 1 point de puissance d'attaque. L'ordre de défense ajoute plus de puissance d'attaque à vos troupes si elles sont attaquées. L'ordre spécial ajoute plus de puissance d'attaque.
L'ordre de support vous permet de venir en renfort des troupes dans une zone de combat adjacente en ajoutant la puissance d'attaque des troupes de support. Vous pouvez utiliser l'ordre de support pour différents combats durant le même tour. Vous pouvez aussi supporter des troupes d'un autre joueur afin de les aider à gagner un combat. L'ordre spécial de support ajoute plus de puissance d'attaque. L'ordre consolidation, lorsqu'il est appliqué à la fin de votre tour, vous permet de gagner un jeton de pouvoir. Vous gagnez autant de jetons de pouvoir additionnels qu'il y a de couronnes imprimées sur le territoire où vous avez placé l'ordre de consolidation. L'ordre spécial de consolidation vous permet de recruter des troupes au lieu de collecter des jetons de pouvoir. Le jeu est divisé en 3 phases. Tout d'abord, commencez par bouger le jeton sablier. Sauf pour les premiers tours, la première phase est la phase Westeros. Commencez par bouger le jeton Wildling d'un niveau sur la piste Wildling. À chaque fois que vous verrez un icône Wildling, qui est un crâne de mammouth, sur une carte, bougez le jeton Wildling d'un autre niveau. Tirez la carte 1 et appliquez ces consignes. S'il s'agit d'une carte ravitaillement, mettez à jour la position de tous les joueurs sur la piste de ravitaillement en fonction des nombres de barils que vous contrôlez sur la carte. Si vos armées sont trop grandes comparées à votre nouvelle position, vous devez détruire les troupes excédentaires de votre choix afin que vos armées respectent les limites de votre piste de ravitaillement. Si vous tirez une carte de recrutement, vous pouvez ajouter plus de troupes au jeu. Afin de recruter, comptez d'abord le nombre de forteresses et de châteaux que vous avez. Une forteresse apporte 2 points de recrutement et un château 1 point. Vous pouvez utiliser ces points en plaçant de nouvelles troupes sur la forteresse ou le château utilisé pour gagner les points de recrutement. Par conséquent, vous ne pouvez placer qu'un fantassin sur un château. Vous pouvez aussi améliorer vos troupes en utilisant un point de recrutement pour améliorer un fantassin en chevalier ou en tour de siège. Vous pouvez placer des navires sur les zones marines adjacentes tant qu'il n'y a pas de navires adverses ou dans vos ports. La taille de vos armées ne doit jamais excéder la piste de ravitaillement. Ensuite, tirez la carte 2 et appliquez ces consignes. Si vous tombez sur une carte d'enchère sur les pistes d'influence, enlevez les jetons de la piste du trône et le détenteur actuel du trône de fer conserve le jeton pour maintenant. Chaque joueur mise un nombre de jetons de pouvoir en fonction de ses préférences et tous révèlent les jetons en même temps. Le joueur avec la mise la plus haute gagne la première position sur la piste du trône de fer et ainsi de suite. Les égalités sont arbitrées par le détenteur actuel du jeton du trône. Une fois que toutes les positions sur la piste du trône sont remplies, le détenteur du jeton trône le remet au nouveau joueur dont la maison est la première sur la piste du trône, ou conserve le jeton s'il est toujours devant les autres joueurs. La même chose doit être faite pour les pistes du fief et la piste de la cour. En cas d'égalité, le tenant du trône de fer arbitre les décisions. Tirez ensuite la carte 3 et appliquez ces consignes. La seconde phase est la phase de préparation. Chaque joueur met ses jetons d'ordre côté pile dans les zones qu'il contrôle et où il a des troupes. Tout le monde peut le faire en même temps. Lorsque les ordres ont été posés, il est temps de révéler vos ordres en même temps. À ce moment-là, le tenant du corbeau messager peut choisir de changer un de ses ordres, ou bien de regarder sur la carte du dessus de la pile de Wildling. Une fois que tous les ordres sont révélés, les joueurs prennent leur tour en fonction de leur rang sur la piste du trône. La phase de résolution est la troisième et dernière phase. Les ordres de raid sont joués en premier, tour par tour. Ensuite, les ordres de marche sont joués, tour par tour. Les joueurs doivent annoncer qu'ils placent un jeton de pouvoir sur une zone pour en conserver l'usage avant de bouger leurs troupes dans une zone où il y a d'autres troupes ennemies. Les ordres de support doivent être annoncés au début du combat, avant que chaque joueur tire une carte de maison. Les ordres de défense sont passifs et ne sont tenus en compte que si la zone est attaquée. Une fois que tous les autres ordres sont résolus, on passe au tour des ordres de consolidation. Un combat débute si vous bougez dans une zone où une autre force est présente, ou si quelqu'un bouge dans un territoire que vous contrôlez. Dans ce cas, chaque joueur déclare son support ou non pour les troupes adjacentes avec un ordre de support. Chaque joueur compte ensuite sa puissance d'attaque totale, en incluant la puissance d'attaque des troupes de support s'il y a lieu. Chaque joueur tire ensuite une carte de maison. Le coin supérieur gauche indique la puissance d'attaque de la carte de maison que vous avez tirée. Chaque épée indique que votre adversaire devra détruire une troupe s'il perd le combat. Chaque fortification annule l'effet d'une épée. Certaines cartes possèdent d'autres effets. Si un effet est immédiat, il doit être appliqué tout de suite, sans attendre l'issue de la bataille. Tout conflit entre les effets de deux cartes est arbitré dans l'ordre de la piste du trône. Le joueur avec l'épée valérienne décide ensuite de l'utiliser ou non, afin de gagner +1 en puissance d'attaque. En cas d'égalité dans un combat, le joueur le plus élevé sur la piste des fiefs l'emporte.
Le joueur qui perd la bataille doit entamer une retraite dans une zone adjacente qui est soit amicale, soit vide, et met ses troupes sur le côté pour indiquer qu'elles sont en retraite. Les troupes doivent se retirer dans la même zone. Les troupes en retraite sont immédiatement détruites si attaquées à nouveau et ne peuvent jamais bouger. Les tours de siège sont toujours détruites au lieu de se retirer. Un joueur ne peut jamais avoir plus de troupes que permis sur la piste de ravitaillement, même en cas de retraite. Une attaque de wildling survient si le jeton sur la piste wildling atteint 12 ou si une carte attaque de wildling est tirée. Afin de la défaire, chaque joueur mise en privé un nombre de jetons de pouvoir. Afin de gagner, le nombre total des jetons doit être égal ou supérieur à la force wildling mentionnée sur la piste wildling. Une fois que toutes les mises sont révélées, tirez la carte du dessus de la pile wildling. Si la carte de la nuit l'emporte, appliquez les effets de la carte et remettez le jeton wildling à 0. Si les wildling l'emportent, appliquez l'effet de la carte correspondant pour le joueur qui a misé le plus et celui qui a misé le moins. En cas d'égalité, le détenteur du trône de fer arbitre. Remettez ensuite le jeton wildling 2 positions en arrière et remettez la carte wildling tout en bas de la pile. La carte possède certaines caractéristiques. Les rivières ne peuvent pas être traversées sans un pont. Les ordres de raid, marche et support ne peuvent pas être utilisés pour des troupes séparées par une rivière, qui ne sont donc pas considérées comme adjacentes. Les ponts connectent les zones terrestres séparées par une rivière et permettent les ordres de raid, marche et support d'être effectués de chaque côté du pont. Les ports sont des zones séparées entre terre et mer. Vous pouvez recruter jusqu'à 3 bateaux dans un port, même si vous êtes encerclé de navires ennemis. Les navires dans les ports peuvent utiliser des ordres de support et de raid contre des cibles marines mais non terrestres. Ils peuvent aussi recevoir des ordres de consolidation. Ils ne peuvent pas être attaqués à moins que la zone terrestre adjacente est conquise. Dans ce cas, tous les navires dans le port sont immédiatement détruits et remplacés par un nombre équivalent de navires du vainqueur, sous réserve des limites de la piste de ravitaillement. Si une carte mentionne que chaque joueur reçoit un jeton de pouvoir pour chaque zone avec une couronne qu'il contrôle, vous gagnez un jeton additionnel par port avec un navire dedans. Tides of War est un module optionnel en cas de combat. Après que chaque joueur choisisse et révèle sa carte de maison, chaque joueur en combat tire une carte Tide of War. Le détenteur de l'épée valérienne décide ensuite de l'utiliser ou non pour gagner plus 1 de puissance d'attaque, ou bien changer sa carte Tide of War. Les deux joueurs révèlent ensuite leur carte. Le nombre de boucliers indique le bonus de puissance d'attaque. L'épée et la fortification fonctionnent comme les cartes de maison. Le crâne en revanche indique que le joueur adverse doit détruire une troupe, qu'il gagne ou qu'il perde. Voilà, ce tutoriel de The Games of Thrones, The Board Game est désormais terminé. Si vous avez des questions, remarques ou s'il reste des ambiguïtés, n'hésitez pas à poster dans les commentaires ou référez-vous au manuel du jeu, nous vous répondrons le plus tôt possible. Ce tutoriel devrait toutefois vous permettre d'appréhender 95% du jeu sans passer 2 heures à expliquer les règles à chaque nouveau joueur qui joue à une partie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous communiquer vos remarques et à souscrire à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.